Bonsoir, Clément Camard-Mercier. On se réjouit de vous accueillir pour cette vidéo sur les écrivains et leur rapport à la traduction. On s'en réjouit surtout parce que vous êtes vous-même traducteur. Vous avez traduit notamment Shakespeare. Vous avez d'ailleurs l'ambition de traduire l'œuvre complète de Shakespeare. Et donc on va y revenir. La première question que j'aimerais vous poser par rapport à la traduction, c'est est-ce que vous avez le souvenir de la première traduction que vous avez lue, d'un livre qui vous a marqué, donc d'un livre traduit qui vous est marqué, touché, influencé peut-être? Peut-être les premières traductions de Shakespeare, puisqu'on va parler de ça, que j'avais lu, je me souviens, dans les traductions de Jean-Michel Desprats. Après, j'ai un rapport à la traduction romanesque dans des souvenirs aussi, évidemment, parce que je lis de la littérature étrangère depuis longtemps. Je me souviens aussi de la sortie de la nouvelle traduction de Crime et Châtiment par André Markovitch. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, là je m'en souviens. C'était un grand moment de pouvoir relire ce livre voilà, avec une traduction, je crois, plus proche de la langue de Dostoïevski. Donc ça, c'est un souvenir voilà, personnel. Cette traduction d'André Markovitch qui a retraduit tout Dostoïevski. Et puis pour Shakespeare, évidemment, j'ai commencé à lire Shakespeare en français. Ne parlant évidemment ni l'anglais et sûrement pas l'anglais élisabétain à l'époque où j'ai découvert Shakespeare. Et je rebondis juste quand vous parlez je traduis notamment Shakespeare, j'enlèverais bien le notamment, c'est-à-dire que j'ai un rapport à la traduction assez spécial, même s'il m'arrive de traduire d'autres personnes. Je vois plutôt ça comme un travail, j'essaie de faire au mieux. Évidemment quand on me le demande, mais j'essaie d'éviter aussi au maximum parce que j'ai un rapport très intime à la traduction de Shakespeare et j'essaie de me limiter finalement à Shakespeare parce que je vois ça comme des infidélités quand je traduis quelqu'un d'autre, surtout pour le théâtre. Et j'ai l'impression qu'un traducteur, alors évidemment ne peut pas se limiter à une langue, mais si on pouvait même se limiter à un auteur, ça serait quelque chose de formidable, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une relation, comme il y en a dans la littérature contemporaine finalement, entre des traducteurs et des auteurs. Mais ce qui n'enlève pas le fait que plusieurs traducteurs puissent s'atteler à un même auteur. Ce qui est le cas pour Shakespeare, puisqu'il y en a quelques-uns avant vous qui s'y sont attelés. Alors, quel est le rapport qu'on a à une œuvre qu'on considère comme un monument? Est-ce que, à votre avis, ça change le rapport au texte, ou est-ce qu'au bout d'un moment, on y rentre comme dans n'importe quel texte? Justement, là, je trouve que personnellement, moi, la traduction me permet de désacraliser le texte. C'est-à-dire que pour moi, le monument, c'est le texte anglais de Shakespeare. Et les traductions, quelles qu'elles soient, et la mienne y compris, ne sera pas un monument. Elle essaiera de faire entendre, de faire comprendre une petite partie de ce que c'est que cette œuvre, que ce texte. Et dans le cas de Shakespeare, aussi, surtout, c'est une traduction pour le théâtre. C'est-à-dire qu'il y a une vraie différence, et Shakespeare là-dessus, lui n'avait aucune velléité d'édition de ses pièces de théâtre. Il faut quand même se rendre compte de ça. Pour ses sonnets, c'est très différent, parce qu'il a voulu publier ses sonnets, il s'est occupé de l'édition de ses sonnets très jeune, de manière très méticuleuse. On a plein de choses sur l'édition de ses sonnets. Et c'est très tardivement qu'on lui a proposé de publier ses pièces. Et on sent bien que lui n'en avait que faire. D'ailleurs, les premières parutions de Shakespeare et les publications, ça continue. Hein. Ce sont des bouts à bout de textes des souffleurs, etc. On n'a pas de texte finalisé. On a 3-4 versions par pièce. On a vu des modifications selon les époques de la vie de Shakespeare quand les pièces étaient reprises. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour être joué à un moment donné. Et c'est pour ça que le traducteur de théâtre, en tout cas, a cette vocation, j'ai l'impression, à désacraliser le côté littéraire du texte pour essayer de faire entendre à son époque
ce que ce texte peut dire, veut dire. Et j'essaye particulièrement, moi, de me mettre dans la peau d'un spectateur élisabétain de l'époque, en essayant de me dire quelle pouvait être sa sensation quand il entendait ça à son époque. Et il faut que cette sensation-là, aujourd'hui, le public l'ait. C'est-à-dire que, alors c'est pas de la modernisation gratuite, je modernise pas du tout le texte, bien que j'adapte des choses qui étaient vulgaires à l'époque, qui ne le sont pas aujourd'hui, pour qu'on puisse sentir les différents niveaux de langage. Mais il y a vraiment pour retourner à votre question, cette désacralisation du texte. C'est-à-dire que c'est vraiment un geste profane de traduire. Pour la traduction de roman, ça j'en ferai jamais, je pense. Il y a quelque chose de différent, je crois, parce qu'on doit essayer vraiment de faire disons, la meilleure traduction vraiment d'une œuvre, voire même d'avoir la velléité de faire la traduction optimale, définitive. Pour Shakespeare, il n'y a pas, pour moi, de traduction définitive et il ne faut pas qu'il y en ait. Il faut retraduire ce texte, même à chaque mise en scène si possible. Parce qu'il y a tellement d'interprétations possibles, il y a tellement de visions du monde possibles que chaque metteur en scène devrait redemander une traduction. Donc ça demande forcément cette désacralisation, puisque je pense qu'on ne peut pas arriver à une traduction, et on ne doit pas arriver à une traduction qui soit aussi sacrée que le texte. Donc voilà, il y a c'est pour ça que oui, le monument, je le répète, c'est l'œuvre anglaise, et je ne cherche pas du tout à recréer le monument. Vous faites un saut dans le temps qui est considérable. Donc non seulement on passe d'une langue à une autre, mais d'une langue, c'est une langue d'ailleurs morte, et évidemment voilà une époque très éloignée. Pourtant vous allez essayer, comme vous le dites, d'essayer d'aller retrouver des sentiments qui ont pu être éprouvés au XVIIe siècle. Comment est-ce qu'on fait? Si la langue est morte, les sentiments, eux, restent, je pense, les mêmes. Et ce que décrit Shakespeare, qui arrive à un moment clé de l'histoire de l'humanité, avec les révolutions coperniciennes, il arrive à la Renaissance, quand on commence à ne plus être le centre de l'univers. Et il mêle évidemment il a un rapport à la science et à la religion très, très complexe, qui est à cette époque de virage. Et je pense qu'on est encore à la même époque de Shakespeare. Je pense qu'il arrive au début de la modernité. Pour moi, il est même l'origine de la modernité. En tout cas, les balbutiements, si l'on veut. Pour ce qui est des sentiments, et les questions philosophiques, pour moi, elles ne périment jamais. Je veux dire, et on traduit des textes bien plus anciens. On prend la Bible, on prend Homère. Ce qui est plus compliqué, c'est de s'adapter au public d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un public de l'époque a des références. Par exemple, il connaît des dates historiques, il connaît des événements de son histoire, il connaît des choses que le spectateur d'aujourd'hui n'a pas forcément. Donc il faut essayer de faire ressentir au spectateur, de lui donner des clés pour qu'il ne soit pas limité dans sa compréhension du texte, et c'est très important. Et Shakespeare était un grand farceur, il faisait beaucoup de jeux de mots, beaucoup d'allitérations, beaucoup de lapsus, la plupart à connotation sexuelle évidemment. Et je pense que c'est important dans la traduction de Shakespeare, et ce qui me passionne, et c'est pour ça que ce soit Freud, Lacan ou plein d'autres psychanalystes intéressés à l'œuvre de Shakespeare, c'est que, d'ailleurs, si le complexe d'Oedipe s'appelle complexe d'Oedipe, c'est parce qu'il y a Oedipe, mais dans une lettre, Freud, la première idée qu'il avait, c'était le complexe d'Hamlet. Voilà, pour redonner des choses, cette sorte de double langage, triple langage, c'est très important quand on est dans la traduction, de faire ressentir ça. Si vous traduisez littéralement, vous allez perdre tout. Par exemple, le comique. Hamlet est une grande pièce comique. Je le pense sincèrement, c'est une tragédie parce qu'il meurt à la fin, mais sinon c'est une grande pièce comique. Et si on reste sur le sens, c'est-à-dire qu'on ne fait que traduire pour essayer de coller au plus proche du sens, ce qui pour moi est la traduction plutôt romanesque, on va perdre tout un pan de l'œuvre. Donc il y a des choix en traduisant qui sont faits, et ces choix, ils sont modernes. Voilà, ces choix-là, c'est qu'est-ce que, sous le texte, dans les différents sens que Shakespeare a voulu donner, quels sont ceux que je vais choisir pour telle mise en scène aussi, parce que je ne fais pas les mêmes traductions selon les mises en scène, si ça va être des mises en scène très contemporaines ou des mises en scène en costume d'époque.
Ça c'est très important aussi, et je parle beaucoup aux acteurs qui vont jouer ma traduction. C'est-à-dire que j'écoute leur voix, leurs intonations, et en répétition, je suis le travail, et je modifie ma traduction selon la manière, selon la diction des acteurs et des actrices au plateau tout le temps. Donc c'est pas le traducteur seul à son bureau, vraiment, mon travail. Et c'est pour ça que, une sorte de traduction un peu spéciale, et qui est celle de Shakespeare, en tout cas ma vision de Shakespeare, et pour le théâtre surtout, c'est que, voilà, c'est vraiment pour une mise en scène précise, pour des interprètes précis, mais en même temps, il m'aide à traduire. Il m'aide à traduire. Et je ne pense pas qu'on puisse faire une traduction de Shakespeare seul à son bureau. Contrairement au frère Karamazov, je pense qu'on peut traduire seul à son bureau. Voilà, ça doit passer par la scène parce que Shakespeare, c'est pas un écrivain. Shakespeare, c'est un poète pour ses sonnets, il n'en a pas écrit beaucoup, mais il y en a. Et c'est un acteur, avant tout. C'est un acteur qui écrit pour le théâtre. Comme l'équivalent de Shakespeare en France, grand dramaturge, bien que moins talentueux, c'est Molière, c'est-à-dire c'est du théâtre écrit par un acteur. Donc c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que jouer un texte, que dire un texte, qu'un texte il doit passer la rampe, hein, comme on dit au théâtre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traduire, et si on traduit Shakespeare de manière ampoulée, de manière trop écrite et pas orale, certes aujourd'hui le texte de Shakespeare en anglais il fait peur, mais à l'époque il était tout à fait audible, hein. Et puis en plus, il mêle plein de différents niveaux de langage. C'est-à-dire il y a la plus haute philosophie avec les blagues les plus vulgaires. Et ce qui est intéressant chez Shakespeare, c'est que d'une réplique à l'autre, on va changer de niveau de langage. Et la plupart des traductions aujourd'hui, je trouve, par exemple, ont peur de montrer que Shakespeare pouvait faire des blagues un petit peu salaces, par exemple. Et donc, on va utiliser un langage très soutenu pour à peu près tout. Et donc on n'a plus ces ruptures de niveau de langage chez Shakespeare. On a une dizaine, selon que ce soit des paysans qui parlent ou le roi, que ce soit un moment philosophique ou un moment purement comique. Voilà, Shakespeare utilise tout le vocabulaire de la langue anglaise de l'époque. Il faut se rendre compte que chez Shakespeare, dans toute l'œuvre, on a à peu près 55 000 mots différents. Quand chez Racine, c'était 7 500 à 8 000. Pour donner la différence pour la même époque, où un auteur français qui nous parle, de la richesse du vocabulaire. Et en français, on a beaucoup moins de mots qu'en anglais. Par contre, on a des tournures de phrases beaucoup plus complexes. Et voilà, parfois, le vocabulaire nous manquant, on peut s'amuser avec la grammaire. Voilà. Je divague un peu. Mais l'idée, c'est de comprendre, d'essayer de comprendre ce que Shakespeare voulait dire à une époque pour essayer de dire la même chose à notre époque. Voilà. C'est ça le travail du traducteur, et surtout pour un public. L'attention du public n'est pas la même aujourd'hui au théâtre. À l'époque de Shakespeare, hein, le théâtre, les gens étaient debout, les gens mangeaient, les gens hurlaient, les gens envoyaient des tomates, des salades. Je veux dire, nous, Wagner est passé par là, on est dans des salles en frontale, tout est noir et on dit chut, chut, chut dès qu'il y a quelqu'un qui parle. Ce qui n'est pas plus mal, hein, je déteste les gens qui parlent au théâtre. Mais c'est pas pareil d'écrire un texte en se disant on va hurler, on va rire, on va s'en aller, repartir, que d'écrire un texte pour une salle obscure. Voilà. Donc toutes ces choses-là doivent être prises en considération dans la traduction. J'allais vous demander, alors, vous mettez Shakespeare, vous le faites passer par le filtre de notre langue, du français contemporain, et je me demandais si, en faisant ça, il ne vous arrivait pas de faire aussi le mouvement inverse, c'est-à-dire d'interroger votre langue, que ce soit d'une façon, disons, purement de se rendre compte de certaines choses, ou dans l'écriture elle-même. Est-ce que ça modifie votre français, ce contact avec cette... Oui, tout à fait. Alors, après, moi, j'écris pas de théâtre. Enfin, j'ai écrit quelques pièces et très, très mauvaises au demeurant. J'y arrive pas, bizarrement, et je pense que c'est mon rapport à Shakespeare qui fait que j'arrive pas à écrire des pièces de théâtre, ou j'en suis pas satisfait, il y a toujours quelque chose. Par contre, dans le travail d'écriture du roman, là où justement j'ai cherché ces dernières années un moyen d'expression personnelle, j'ai essayé le théâtre parce que naturellement je viens du théâtre, et j'en étais pas satisfait, j'arrivais pas à aboutir à une forme qui me convenait, et j'ai choisi d'écrire un roman.
pour revenir là-dessus. Et je pense que Shakespeare était là à chaque seconde lors de mon écriture du roman. Ça ne ressemble absolument pas à Shakespeare, je n'y arriverai jamais. Mais il y a plein de choses dans le théâtre de Shakespeare, et c'est inconsciemment, hein, je parle, c'est en me relisant, en disant mais une chose très simple, par exemple chez Shakespeare, les personnages ont toujours conscience d'être joués par des acteurs. C'est-à-dire qu'en plein milieu d'une scène, les gens vont pouvoir dire mais là de toute façon on est qu'au théâtre, etc. Il y a une scène très intéressante dans Hamlet où sa mère lui dit mais tu pourrais être plus joyeux, elle se remarie avec son oncle, et Hamlet dit non mais tu pourrais arrêter d'être triste, avoir une face comme ça. Et il dit oui mais enfin là c'est ma face, mais c'est parce qu'un acteur me joue, mais si la situation était réelle, je pleurerais vraiment. Donc c'est une blague, mais ce que je veux dire c'est que cette distanciation qu'il y a chez Shakespeare, c'est-à-dire qu'il ne fait jamais croire que le théâtre est vrai, c'est quelque chose, sans y avoir pensé, qui est maintenant, par exemple quand j'écris mon deuxième roman, ou dans le premier, qui est toujours là. C'est-à-dire que mes personnages ont conscience d'être dans un roman, et de n'être que des personnages de roman. C'est un exemple que je donne, mais il y en a plein d'autres en fait. Même l'idée de pouvoir mêler des réflexions philosophico, politico, esthético, ce qu'on veut, avec des scènes de pure comédie, de pure débauche ou des blagues de mauvais goût, et de mêler tout ça, parce que Shakespeare, il n'y a pas de genre, hein, comédie, tragédie, pièce historique, tout ça, ça a été fait pour les éditions. Hein. Chez Shakespeare, il n'était pas question voilà, la comédie, c'est quand à la fin, il se marie, il ne meurt pas, la tragédie, c'est quand il meurt à la fin, mais sinon, les œuvres sont assez identiques, et d'ailleurs, il y a des comédies pas drôles du tout et des tragédies très très drôles. Ça, par exemple, aussi, c'est quelque chose, je crois, qui infuse mon français du roman. Après, dans la vie de tous les jours, pour essayer de répondre à toute la question, j'ai pas l'impression... j'ai l'impression que Shakespeare a structuré ma pensée, parce que ce que je dois dire aussi, c'est que je ne suis pas du tout un professionnel de la traduction, que Shakespeare est un amour de jeunesse. Et si j'ai appris l'anglais élisabétain, avant, c'était absolument pas pour que ça devienne mon travail. Je suis arrivé au théâtre avec mon amour de Shakespeare, et j'ai appris l'anglais élisabétain au début juste pour pouvoir moi lire Shakespeare dans le texte. C'était juste ça. Et après, d'une blague, un ami m'a dit mais essaie de traduire, puis il a monté la pièce, puis ça a marché, puis on m'appelle aujourd'hui pour traduire Shakespeare. Et donc j'ai pris cette décision un peu loufoque de tout traduire avant ma mort, pour me donner des objectifs un peu... C'est important, mais voilà, c'est-à-dire ça a changé ma vie, la traduction, encore plus que mon langage. C'est-à-dire que le jour où je me suis dit, il faudrait que j'arrive à lire ce mec dans la langue originale quand même, pour voir un peu ce qu'il en est, ça a fait ma carrière, ça fait exactement là où j'en suis aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle a eu lieu, cette rencontre ? Elle a eu lieu grâce à l'école de la République, finalement. C'est une histoire assez commune. Je ne me souviens plus de nom. C'était en anglais et on étudiait un texte de Shakespeare. On avait une scène de Roméo et Juliette. Pourquoi es-tu Roméo ? Pourquoi ton nom est Roméo ? Et je me souviens, on avait eu un contrôle sur comment la première question, c'était de dépeler Shakespeare, de bien écrire Shakespeare. C'était en seconde. Et cette scène de Roméo et Juliette, que je viens de finir de traduire d'ailleurs, c'est drôle, la boucle est bouclée. Ça a été la première fois, voilà, où finalement j'ai pu avoir Shakespeare. Puis j'ai lu des choses, et à un moment donné, je me suis intéressé au théâtre assez tardivement finalement, en première, terminale. Voilà, mon amour premier, moi, c'est le cinéma. Et la littérature, évidemment, je lisais beaucoup, mais je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, et l'idée première aurait été plutôt de faire du cinéma. Après, en ayant fait des études de cinéma, je me suis bien rendu compte que l'art collectif, ça n'allait pas être possible. Diriger des équipes, encore moins. Porter des projets sur un aussi long terme que le demandait le cinéma n'était pas possible, donc il fallait que je trouve un moyen d'expression. Et finalement, de manière très technique, hein, je suis pas, voilà, la vocation était artistique, mais le médium s'est fait par élimination. Voilà.
Alors, oui, on a compris un peu le passage ou la traduction du théâtre au roman. Qu'est-ce que vous gardez du théâtre dans ce premier roman où il est aussi énormément question de cinéma, justement. Alors, je me suis demandé, là, qu'est-ce que vous avez gardé de cette envie d'être réalisateur dans le roman de Jeanne Yves? Bah, de manière pratique, j'ai mis ce désir dans la peau d'un personnage, qui est le personnage de Nathan. Alors par envie, j'ai aucun regret pour le cinéma. Puis, enfin, après, il faut savoir que moi j'ai une passion pour le cinéma hollywoodien, donc il y avait aussi, si j'avais voulu faire du cinéma, vraiment le cinéma. Il aurait fallu des moyens. Oui, puis il aurait fallu partir à Hollywood. Donc, finalement, comme je suis né au Lilas, je suis devenu écrivain. Si j'étais né à Los Angeles, peut-être que la chose aurait été différente. Mais ce qui reste en tout cas de ce désir de cinéma, enfin il y a du cinéma dans mon écriture, ça par contre, mais c'est pas vraiment le sujet ici, mais dans mon écriture de roman, il y a du cinéma. J'essaie de construire non pas par chapitre, mais par séquence. J'utilise le montage énormément, le montage de cinéma. J'ai quand même fait une thèse en cinéma, donc voilà, toute la théorie du cinéma, toute la manière non pas de filmer, hein, évidemment, mais de construire un film. Parce que moi je considère le cinéma vraiment comme l'art de l'agencement des images et du son, quoi. Au cinéma, le scénario m'apporte assez peu. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont on va filmer. C'est ce qui est très intéressant dans ce premier roman, c'est que, à la manière de cette influence du théâtre, on sent bien que le cinéma habite le roman, mais pas du tout au sens où d'habitude on dit qu'un roman est très cinématographique, où on essaye quelque part d'imiter un mouvement de caméra, ou de faire un travelling, c'est beaucoup plus subtil, mais aussi beaucoup plus prégnant, enfin, notamment dans tout le travail sur la structure et sur le montage. Tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est enfin, pas cinématographique, je défierais quiconque de mettre ce roman en image, par exemple, puisque justement, en plus, je pense que la littérature est là pour pouvoir raconter ce qu'on ne peut pas montrer aussi au cinéma. Enfin, il y a des choses comme ça, mais oui, mais même dans là, je pense à quelque chose, il y a dans Psychose d'Hitchcock, il commence la scène de la douche par 3 plans très très rapides, des inserts sur la douche, sur le pommeau de douche, sur l'eau qui commence à couler, voilà. Ce rythme ternaire, et comment commencer une séquence par 3 plans rapides et puis après faire un plan assez long. Ça par exemple, d'une manière naturelle, même sans y penser, voilà, c'est une structure de cinéma que Scorsese reprend tout le temps, que j'aime bien aussi reprendre avec les mots, c'est-à-dire 3 phrases très courtes puis une phrase très longue. Voilà. C'est plutôt dans le rythme des choses. Alors après, voilà, comment mêler des plans larges, des plans serrés, comment faire du montage alterné, du montage parallèle. Il y a des blagues dans le roman là-dessus, ces 2 mots qui sont mal utilisés. Mais voilà, d'utiliser tout ce que le cinéma peut apporter à la littérature, sans ce que vous dites, j'ai essayé, et je suis content que vous le releviez, parce que ça ne paraîtra pas prétentieux, sans essayer que la littérature singe ce que le cinéma fait mieux. Voilà, moi je pense que les arts sont poreux, on doit se prendre ce qui marche, ce qui ne marche pas. Il y a des réalisateurs qui prennent à la littérature, Arnaud Desplechin par exemple, est quelqu'un qui prend à la littérature, c'est un cinéma très littéraire parfois, mais il n'essaie pas de singer la littérature, il dit qu'est-ce que la littérature peut m'apporter, comment elle peut enrichir le cinéma. Et pour ce qui est du théâtre, en dehors de l'influence de Shakespeare, j'ai essayé de bien travailler les dialogues. Je trouve que les dialogues sont toujours quelque chose où les romanciers ont du mal. J'espère que j'ai réussi à peu près à faire des dialogues qui fonctionnent, Alors, je ne pense pas que le théâtre doit reproduire le dialogue de manière naturaliste, c'est-à-dire que ce n'est pas un dialogue tel qu'on peut aujourd'hui discuter. Mais
Mais il y a un art du dialogue dans le théâtre que la littérature parfois peine à suivre. Et j'ai essayé voilà, que toutes les scènes dialoguées du roman de Jeanne et Nathan, je les ai travaillées à l'oral, comme si je faisais du théâtre. Effectivement, je pense qu'elle fonctionne très bien. Il n'y en a pas beaucoup, ce qui peut aussi s'expliquer par le fait que effectivement, le dialogue est très difficile à écrire pour un romancier. D'ailleurs, même dans la mise en page d'un dialogue, on voit que les romanciers peinent souvent à adopter le tiret classique. Donc on essaye de trouver d'autres manières d'exprimer cette alternance et cette différence par rapport à l'écrit, souvent avec des outils un peu maladroits. Et alors vous en êtes tiré en inventant une espèce de dialogue parallèle entre vos deux personnages principaux. Voilà, ça, après, il y a d'autres dialogues dans le livre où là, moi, j'utilise justement le tiret classique. Je fais que du dialogue direct, justement, pour ne pas trop romanciser la chose. Mais il y a un chapitre qui est un hommage au théâtre. C'est une mise en page que je n'invente pas du tout. Hein. Plein de dramaturges contemporains utilisent comme ça au cinéma, on dirait des split screens pour un écran divisé. Ces deux scènes, souvent, beaucoup dans le théâtre anglais, c'est des scènes qui sont faites pour être jouées en même temps, en fait. Et donc là, je mets le nom avant de l'interlocuteur, comme on fait au théâtre, c'est-à-dire que je mets Jeanne ou Nathan, point tiré. Ça, c'est vraiment un hommage. C'était pour créer... ce qui m'intéressait, c'était que le lecteur, quand même, là-dedans, puisse avoir les mettre quand même en parallèle la différence entre les réponses, puisqu'il y a toujours les mêmes réponses. Les deux personnages sont face à un psychiatre qui leur pose les mêmes questions. Et on a les réponses des deux personnages. Donc ça, c'était pour permettre au lecteur d'avoir en même temps, de pouvoir comparer chaque réponse. Donc ça, je voulais faire ça. Et j'ai cherché plein de formes et je me suis dit, en plus, faisons un hommage. Donc il y a aussi des citations. Là, c'est vraiment, je veux dire, rendons au théâtre ce qu'est le théâtre. La forme me paraissait la plus adaptée au roman et elle cite en plus le théâtre, donc j'en étais... C'est une très belle utilisation de cet outil parce qu'en l'occurrence, dans l'histoire de ce roman qui raconte une rencontre, ces deux personnages qui vivent indépendamment l'un de l'autre se rencontrent et puis là ils se rencontrent sur la page, ce qui va permettre de les unir d'une certaine façon. À un moment, j'ai même pensé écrire tout le début sous cette forme-là, c'est-à-dire que la page aurait été divisée jusqu'à la rencontre, mais là ça devenait un exercice plutôt complexe pour le lecteur plus qu'autre chose, ça allait être plutôt formel et donc j'ai préféré un montage alterné rapide qui s'accélérait parfois et finalement là le théâtre le cinéma était plus intéressant, c'est-à-dire un film entièrement en split screen par exemple, souvent on peut pas vraiment le regarder. Quand De Palma fait un split screen, c'est pendant des scènes précises et là ça marche très très bien. C'était savoir utiliser les outils au bon moment. Et ça, Shakespeare aussi, pour revenir à la traduction, le fait très bien. Utilise des outils, utilise des champs lexicaux, utilise toujours les mots. On a l'impression que chaque mot qu'il utilise, c'est le bon mot, c'était celui qu'il fallait utiliser. Et s'il y a une chose que la traduction de Shakespeare m'apprend, c'est à toujours rechercher le mot parfait au moment adéquat. Cette recherche du mot parfait, elle va être menée par un traducteur, parce que si j'ai bien compris, le roman de Jeanne et Nathan sera traduit en japonais. Au japonais. Qu'est-ce que vous attendez de cette traduction? Comment est-ce que vous imaginez ce travail qui sera peut-être aussi votre travail, peut-être qu'il y aura un dialogue? Oui, peut-être. Moi, j'ai dit que j'étais ouvert, mais que je préférais, si c'était possible, de ne pas... Okay. Parce que connaissant moi-même la traduction, puis j'ai fait totalement confiance au traducteur. Après, c'était plutôt
s'il y a des choses qui demandent éclaircissement dans mon texte, j'étais ouvert à... Non, c'est complètement improbable parce que déjà c'était mon premier roman, on est très content. Pour moi, ça a été la nouvelle, ce qui m'a fait le plus plaisir après le coup de fil de mon éditrice qui m'a dit votre livre m'intéresse, je veux le publier. Ça a été là, c'est un grand moment dans l'histoire d'un romancier, dans la vie d'un romancier. Et là, vraiment, déjà, ils ont acheté les droits du livre avant qu'il sorte. Ça se fait assez rarement. Deuxièmement, c'est une maison d'édition japonaise, sachant que les Japonais traduisent très très peu de romans étrangers. J'ai des amis romanciers, romancières, qui ont beaucoup plus de succès que moi, qui me disent mais ils sont traduits dans 15 langues. Je n'ai jamais eu le Japon. Moi, je n'ai que le Japon. Est-ce que vous avez réfléchi à une explication, à une hypothèse de pourquoi le Japon? Après, Mishima étant un de mes auteurs préférés, j'ai vraiment été honoré le Japon étant une culture que j'adore, le cinéma japonais. Même quand j'étais plus jeune, alors aujourd'hui c'est un peu devenu trop populaire, mais moi j'aime bien les choses populaires. J'étais un fan adolescent aussi d'Haruki Murakami par exemple. Je trouve qu'il m'a fait lire des bouquins de 800 pages à 16 ans. Donc toute ma vie je serais heureux, même si aujourd'hui ça peut paraître un peu à l'eau de rose. Ryu Murakami m'a beaucoup inspiré. Bébé de la consigne automatique a été pour moi un choc aussi esthétique. Voilà, je donne des noms comme ça, mais surtout Mishima. Mishima a été pour moi depuis le début un auteur phare et clé dans ma vie. Et voilà l'explication peut-être, avec évidemment l'affection un peu des Japonais pour la pornographie. Enfin, l'affection, surtout le fait, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ce livre, sans en avoir d'ailleurs, c'est que tout le monde a aimé le livre, le roman de Jamie Nathan, au niveau, disons, critique, etc. Mais elle a eu beaucoup de mal à trouver du public et beaucoup de mal aussi en librairie à être mis en avant à cause de thèmes, surtout celui de la pornographie, plus que de la drogue presque. Les deux ensemble étant vraiment un repoussoir total. Parce que c'est quelque chose qu'on ne veut pas montrer. Donc quand je dis admiration des Japonais pour la pornographie, c'est pas ça que je veux dire, c'est juste qu'eux ont accepté. Il y a plein d'autres problèmes dans cette acceptation, mais c'est pas quelque chose de tabou. C'est-à-dire c'est quelque chose qui peut être traité dans le milieu des arts, et je pense que ça le devrait. Aujourd'hui, c'est quelque chose, pour moi ça me paraît incroyable de cacher quelque chose qui est déjà aussi problématique et aussi présent, aussi répandu, aussi présent. C'est vraiment cacher ce sein que je ne saurais voir. Et je pense que ce genre de sujet, ce genre de thème, le livre est violent, le livre parle de drogue, de sexualité, de pornographie, ce sont des thèmes dans la culture japonaise qui appartiennent à l'art depuis très très longtemps et qui ne sont en aucun cas un tabou dans la société. Et je pense que quand ils ont vu qu'un livre européen s'attaquait à ces sujets-là, ça les a intéressés. Je vois que ça comme... Après, ils ont lu le livre, ils ont dû dire, bon, ça nous intéresse. C'est une très belle maison d'édition en plus. Je suis complètement ravi de cette chose hautement improbable. Félicitations. Merci en tout cas pour cette entrevue. Merci. À bientôt. À bientôt.